Et en fait, on est en train d'essayer d'atteindre le stade où c'est moins compliqué d'opérer avec des robots qu'opérer avec des humains. Et donc, on s'intéresse bien sûr à tous les secteurs où les humains se font mal, où c'est pénible, où ils se font du dégât physique, etc., dans la manipulation. Et en fait, on est en train d'y aller progressivement, mais là, il y a quand même une accélération depuis quelques temps. Tesla s'y est mis. Alors, il y a bien sûr Boston Dynamics qui bosse là-dessus aussi. Et voilà, il y a une vraie évolution dernièrement là-dessus. Moi, je le suis de près parce que c'est le moment où l'IA va commencer à vraiment arriver dans le monde physique, en fait, d'une manière un peu massive. Et ça fait un petit moment qu'on l'attend et ça pourrait enfin être proche. Donc ça m'intéresse beaucoup. D'accord. On peut parler un peu du futur de l'IA, peut-être des grands travaux qui sont en cours, mais on pourrait peut-être mentionner euh, d'abord ce que Yann Lequin avait mentionné de ses inquiétudes sur l'open source et sur les grandes compagnies qui possèdent les grands algorithmes qui gouvernent un peu la pensée humaine s'ils deviennent vraiment importants. Qu'est-ce que tu penses du futur de l'IA et du coup de ce côté open source ou non à toi de me dire ce que tu prévois dans le futur. Il faut différencier deux choses sur l'open source. Il y a la question de la disponibilité visible dans l'écosystème public des algorithmes. Et il y a la mise à disposition d'un algorithme entraîné, on va dire, ou d'un algorithme dans sa forme définitive. Et en fait, c'est deux choses différentes. Effectivement, d'abord, sur l'algorithme lui-même, il y a un enjeu, je dirais, de souveraineté, de disponibilité, puisque factuellement, ce sont des technologies très puissantes. Et donc, bon, il y a un enjeu, est-ce que chacun puisse les développer, je dirais, en faire une lecture souveraine aussi, possiblement au niveau des États, des entreprises, etc. Ceci dit, je pense que la question adressée ici est plutôt celle de l'algorithme finalisé avec son entraînement, etc. Puisque aujourd'hui, on a une grande partie des IA, et donc on parle des LLM en particulier, qui fonctionnent par entraînement. Et donc ils ont un fonctionnement, une lecture, une manière de discuter, d'échanger, de prendre des décisions qui est profondément en lien avec les données qu'ils ont reçues. Et donc ça veut dire que l'IA, en fait, elle est pleine de subjectivité. En fait, elle est comme une personne, c'est-à-dire qu'elle a des points de vue, des défauts, des points sur lesquels elle a raison, d'autres sur lesquels elle a moins raison. Peut-être elle a tort, elle a des biais, parfois qui peuvent être des biais sexistes, des biais genrés, plein de choses, des biais de toute nature. Ça peut être plus ou moins grave, ça peut être pire ou mieux qu'autre chose, mais en tout cas, voilà, c'est pas neutre. Et donc l'IA comprend une vision du monde, vraiment c'est une perspective sur la manière dont les choses fonctionnent et sur la manière dont elles devraient fonctionner. Si par exemple vous êtes un dirigeant d'une entreprise ou juste un manager simplement, et vous êtes manager et à un moment donné vous avez un enjeu RH de premier plan, une situation difficile. Classiquement, c'est tout à fait entendable de consulter l'IA pour avoir une opinion, pas forcément la suivre à la lettre, mais en tout cas lui poser la question pour éclaircir des réflexions. Évidemment que une décision RH difficile, sensible, elle s'appuie sur des modèles éthiques, sur une culture, etc. Vous allez avoir par rapport à ça une subjectivité, une arbitrarité, je dirais même. Et donc cette arbitrarité, il faut l'assumer. Parce qu'elle est réelle. On arrive à des niveaux d'intelligence sur la machine, ou en tout cas, je vais le dire autrement, des niveaux de généralité, une telle exhaustivité dans les sujets qui sont traités, qu'en fait, l'IA a un avis sur tout. Quand on a un avis sur tout, on ne peut pas juste dire que son avis est, je dirais, la suite d'un truc extrêmement logique et évident. C'est pas évident du tout, c'est une convergence statistique depuis un entraînement. Et donc, quand on importe de l'IA, en fait, on importe une culture, on importe une vision du monde. Et on peut pas s'en déculpabiliser, on peut pas faire comme si ça n'était rien ou que c'était pas notre faute. C'est effectivement le choix qu'on a fait d'apporter une certaine manière de travailler et de voir le monde. Et elle nous influence de plus en plus, puisque ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, l'IA commence à s'installer comme un hybride de la pensée humaine. C'est un peu comme si on avait un lobe cérébral supplémentaire qui était ChatGPT. C'est horrible dit comme ça, mais dans le côté positif, de la manière que Google fait partie de nous, qu'on a toujours une calculatrice dans notre poche, ce qui peut paraître très bête aujourd'hui, mais il y a 30 ans, ça pouvait être une confrontation idéologique. Voilà, ces choses-là, effectivement, le cerveau humain s'adapte aux disponibilités. Et factuellement, qu'est-ce qu'on met dans notre cerveau aujourd'hui? Google fait partie de notre cerveau, ChatGPT est en train de commencer de plus en plus à faire partie de notre cerveau, pour certains c'est déjà très avancé. Qu'est-ce qu'on est en train de mettre dans notre tête à cet endroit-là, quoi? Donc du coup, ces modèles-là, c'est un type d'intelligence artificielle, donc c'est le type statistique, donc connexionniste ou connectiviste. À chaque fois, j'ai toujours des problèmes. En général, on dit connexionniste. Connexionniste, d'accord. J'ai appris à travers ton entreprise, donc Golem IA,
ou AI, AI. Golem AI, donc la version anglaise, qui a plusieurs types d'intelligence artificielle, donc le type connectiviste du coup et le type symbolique. Est-ce que tu pourrais peut-être nous expliquer la différence et s'il y a d'autres types d'intelligence artificielle, de nous expliquer aussi? Quand j'ai commencé à travailler sur Golem.ai en 2012, société que j'ai gérée pendant 10 ans, le sujet principal, c'était de dire comment on fait pour permettre aux humains de contrôler par la voix des objets du quotidien. Et en fait, avec l'évolution, donc on a commencé à faire ça, c'est-à-dire que technologiquement ça a marché, je travaillais sur ce moteur un peu d'IA, puis progressivement c'est allé, quand on a commencé à aller vers le business, on a un petit peu dérivé la fonction première du produit, on l'a dérivé vers du traitement du mail et du document progressivement, qui sont devenus les deux grands sujets qui sont encore là aujourd'hui. Quand on est en 2012, l'hégémonie du deep learning, elle est un peu plus relative. C'est-à-dire qu'on a des cours de deep learning disponibles en ligne sur des plateformes. Google en particulier, je crois qu'à l'époque faisait déjà des cours de deep learning sur la manière dont il implémente dans les voitures autonomes. Donc bref, le deep learning est en vogue, mais il n'est pas encore écrasant complètement. Et en fait, je dirais que c'est fin d'année 2010, on va dire entre 2005 et 2012, 2013, c'est une période où en fait le deep learning était en train de tout écraser. Et en fait, qu'est-ce que ça écrase? Aujourd'hui, on s'en souvient plus, et c'est un siècle oublié, on va dire, cette histoire. Enfin, il y a une période oubliée de l'histoire. Qu'est-ce qu'on faisait en IA avant de faire du deep learning? En fait, on fait plein de choses, mais c'est tellement homogène à l'informatique de manière générale, cette manière de faire de l'IA, qu'on l'oublie qu'elle existe. Et effectivement, ça porte un nom, ça s'appelle l'IA symbolique. C'est le fait de concevoir explicitement des systèmes cognitifs qui réfléchissent. C'est-à-dire qu'on va aller définir, on dit parfois des règles, mais c'est un gros mot, des règles. On va plutôt définir des comportements, des manières, des comportements intellectuels, cognitifs, qui vont permettre de prendre une décision. Et c'est l'idéal, hein. C'est-à-dire que dès qu'on peut faire de l'IA symbolique, il faut en faire parce que c'est plus simple, c'est moins coûteux, etc. En général, le deep learning va venir se justifier par le fait que on va traiter des cas qui sont difficiles, je dirais, à objectiver, à normaliser, dans des processus cognitifs qui sont explicites, puisque c'est à la fois la force et la faiblesse, c'est-à-dire qu'en force, on a quelque chose qui est beaucoup plus stable, puisqu'on l'a défini très clairement, et en faiblesse, on va avoir plus de mal à l'élargir brutalement à beaucoup de domaines différents. Et d'ailleurs, c'est ça, si je devais citer deux choses très étonnantes de ChatGPT, je dirais sa capacité à traiter beaucoup de sujets différents, et deux, sa capacité à créer de la nouveauté, quelque part en combinant en fait, des concepts existants, même si cette créativité elle est statistique, hein, c'est pas une créativité transcendante artistique, ça reste tout de même une capacité à créer du nouveau.